Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard, mboka ngo mokengeli léopard. Bonsoir très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, nous vous disons bienvenue dans Profil et Impact, une émission qui met en lumière à travers l'expertise et l'expérience de personnalités inspirantes les enjeux de la société. Je suis Jean-Baptiste Libo, votre présentateur, et aujourd'hui pour vous, nous allons aborder un sujet qui touche directement notre quotidien, qui touche directement la vie du Congolais. Et ces sujets, c'est bel et bien Kinshasa et ses routes entre urgence politique et vision d'avenir. Quelle gouvernance pour un réseau routier durable? J'ai l'honneur pour en discuter, j'ai l'honneur de recevoir pour vous l'ingénieur Clément Mbikaï. Avec qui nous allons développer, nous allons décortiquer l'essentialité de la thématique. Ingénieur, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Comment allez-vous, ingénieur? Oui, ça va très bien. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes honorés. Et avant d'aller plus loin, ingénieur, notre émission s'intitule Profil et Impact. Et nous voulons un peu en savoir un peu plus sur votre profil. Parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous? Vous êtes né où? Où est-ce que vous avez fait vos études primaires, secondaires, universitaires, votre parcours professionnel et votre parcours politique aussi? Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie. C'est un honneur pour moi d'être reçu par vous dans le cadre de l'émission Profil et Impact. Je vous remercie sincèrement. Et je salue également tous les téléspectateurs qui vont suivre cette émission, cette belle émission. En termes de profil, excusez-moi, je suis M. Clément Mbikaï. Je suis né au Congo belge à l'époque de l'indépendance, bien entendu avant l'indépendance de notre pays, un certain dimanche 9 août. Alors vous comprendrez que... C'est votre mois d'anniversaire. C'est moi d'anniversaire et le mois de mes enfants, de mon fils Jonathan. Ok. De ma fille Kabangou Ornella, de ma fille Kabangou Bichou, okay, que je présente aussi mes sincères. Tous joyeux anniversaire. Bon anniversaire, ok. Et tout le monde, tous les natifs de mois d'août, notamment M. Alain Lunkungo, qui est le natif les mêmes jours que moi. Okay. Alors vraiment, je salue tout le monde. Vous pensez qu'il y a un trait de caractère particulier à tous ceux qui naissent au mois d'août? Bien sûr, puisque le 9 août, si vous lisez le calendrier, vous comprendrez que c'est la fête des Saint-Amour. C'est une question de culture. Hein? Oui, c'est la fête des Saint-Amour. C'est que tout le monde qui est né le 9 août est rempli d'amour et doit grandir dans l'amour et doit exprimer durant tout son parcours sur cette terre l'amour que Jésus-Christ nous a enseigné. Merci beaucoup et nous allons vraiment jauger si vous êtes porteur de cet amour à travers l'impact que vous allez démontrer, bien sûr, en décortiquant notre thématique. Donc, on est en train de parler de vous. Ok, je suis né... Vos suivants veulent savoir. Merci. Oui, je suis né, comme je l'ai dit avant l'indépendance, au Congo belge, un certain 9 août, à la maternité belge Saint-Jean-Baptiste, à côté de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste en Bujimaï, à l'époque de la Mibeka. Mibeka, c'était la minière belge au Kasaï, et redevenue vers les années 70 la minière de Bakwanga, actuellement Miba, puisque mon père travaillait à la Mibeka, qui est venu par après la Miba. J'ai fait mes études maternelles à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste Bonzola et j'ai fait mes études primaires à l'école de la Miba Saint-André et j'ai fait mon cycle d'orientation à l'école d'application de l'école normale moyenne
de Mbujimaï qui est devenu par après EDAP ISP, où je suis entré en 1972 et j'ai eu mon brevet de fin de cycle d'orientation en 1974 sous la plume de notre directeur, comme c'était une école belge, monsieur Alexandre Dirix. Je profite de l'occasion pour saluer mes collègues de cette année-là, notamment Tambouika Sans Koumé, et je salue aussi mes professeurs tels que M. Meignet, M. Hendrix, M. Kleiss, M. Perard, et tout le monde qui a été comme professeur, et j'ai continué mes études des humanités dans une même institution, et en 1979, j'ai eu mon diplôme d'État, deuxième édition de M. René Marcotte, et quelques temps plus tard, j'ai été inscrit à l'Institut du bâtiment et des travaux publics où j'ai mis mes pieds pour la première fois le 14 octobre 1979. Et j'ai continué avec mes études où j'ai terminé le premier cycle vers les années 84 et par après, vous connaissez ce qui s'est passé et j'ai eu mon diplôme, j'ai retiré mon diplôme en 90 à la réouverture de cet institut et par après, j'ai fait mon deuxième cycle où j'ai eu le diplôme Bac plus 5 d'ingénieur et par après, j'ai fait quelques études post-universitaires. J'ai été inscrit à l'université TELUC de Laval, où je suis sorti quand même spécialiste dans certains domaines d'environnement et d'infrastructure. Et j'ai été aussi inscrit à l'université d'Ottawa, au Canada. Au Canada. Et par après, j'ai connu beaucoup de formations, notamment dans le cadre de ce que je faisais comme fonction. Mais avant tout, vers les années 85-86, j'ai été formé à l'école, grande école de formation de Hunan, où je suis certifié dans les calculs de structure. Et par après, j'ai été admis à l'école nationale des travaux publics de Yamoussoukro. Là, je n'ai pas pu faire bon vent. Et j'ai été aussi formé par l'Institut africain de développement. C'est une institution rattachée à la Banque africaine. Là, j'ai eu beaucoup de formations. J'ai eu beaucoup de brevets, de certificats dans le cadre de gestion de projets. J'ai été aussi formé par CETIM Montréal dans le cadre de suivi des projets, gestion des projets, passation de marché. Et par après, j'ai été aussi formé par l'ILP Longueuil, c'est toujours au Canada. J'ai été formé aussi par Land des Ressources, c'est toujours au Canada. Et j'ai eu beaucoup de formations en France, par exemple avec l'Agence française d'expertise France, où je suis spécialiste et diplômé en matière de partenariat public-privé. Partenariat public-privé. Et j'ai été formé aussi en Afrique du Sud en partenariat avec l'Université de Pretoria dans le cadre de gestion des risques fiduciaires. Et je pense que je salue mes professeurs du Canada, notamment d'Ottawa, par exemple les professeurs Nadeau, les professeurs Nadeau que je salue en passant. Et je crois que c'est ça l'économie pour les études. Mais sur le plan professionnel, en très jeune âge, depuis 80-81, comme mon tuteur et mon frère aîné d'heureuse mémoire, permettez-moi de rappeler la mémoire de M. Olivier Kabangou Mansanga, c'est chez lui où j'ai grandi, c'est lui qui m'a appris depuis mon enfance, et je profite pour saluer mes belles-sœurs, notamment Lioni Kambiawa Maweja, Boya Longina et Joséphine Ngalula. Ce sont eux qui m'ont bercé, qui m'ont élevé. Bien sûr, je suis ce que je suis venu, mais ce sont qui ont vu mes premiers pas, qui m'ont donné les foufous pour avoir la force vraiment au nom du Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ et de tous les hommes de bonne volonté. Vraiment, je suis reconnaissant envers cette avec ces formidables dames qui ont pris quand même leur temps
pour faire ce que je suis aujourd'hui, et sans oublier mon frère Olivier qui a fait de moi sur plusieurs plans ce que je suis aujourd'hui. C'est pour cela que je voulais souligner que depuis 81, mon frère, alors directeur national de voirie et assainissement, il m'a mis sur les chemins de la profession. C'est comme ça que j'ai commencé par Safricas comme stagiaire, et comme produit de ça, j'ai été sur le chantier qui relie Saint-Luc à Tobongissa. Là, vous avez les chantiers en bétonnage. Et l'année prochaine, puisque je le faisais si souvent pendant les vacances et pendant mes heures libres, il m'a envoyé à la société Sosagec. Je salue en passant mon formateur, M. Ramasco. Chez Safricas, je salue mes formateurs, M. Michaud, pour les travaux des chaussées rigides que nous allons parler aujourd'hui. Et je salue M. Hardy qui m'a formé sur des chaussées souples, soit macadamisées. Et à la Sosagec, je salue M. Ramasco qui m'a formé aussi sur les travaux de route et de génie civil. Et l'année prochaine, j'ai été dans les entreprises de M. Arstaldi, communément appelé à l'époque Seyaza, et là j'ai eu la chance de passer quelques temps sur la route bypass lorsqu'on construisait, on réhabilitait cette route avec le mur de Perret que vous voyez là. Et l'année prochaine, j'ai été chez l'entreprise Sotraf, communément appelée Société des Travaux Africains, et c'est là où j'ai œuvré beaucoup dans les travaux d'élite anti-érosive. Sans compter Coreti, qui est une société qui est l'émanation des groupes du MES qui a construit l'aéroport de Goma, qui a construit les camps Badiadingi, que vous connaissez, et qui est aussi l'ancêtre de Nord-France qui a construit la cité de la voix du peuple et les CCIZ. J'ai travaillé avec Coreti. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le pont Lueki, dans le Maniema, la route Lueki, on a fait les ponts Mangai, ce sont des ponts embellés, et on a fait quelques routes avec Coreti, et ça m'a permis de faire quelques stages approfondis au niveau des plaisirs vers Versailles en France, là où la société était installée, et par après, mon aîné m'avait désigné comme son administrateur délégué. Et en cela, j'ai travaillé aussi avec la société allemande Stevring qui est installée en Bujimaï, là où il était aussi actionnaire, et j'ai eu la chance de travailler dans cette société de génie civil. C'est cette société qui a construit l'essentiel des routes en Bujimaï, et j'ai eu la chance de travailler. Et enfin, lorsque on a créé la société mixte de Hunan et du Kassai oriental, toujours alors j'ai été nommé coordonnateur et enfin administrateur. J'ai travaillé avec les travaux de route avec les Chinois, et à l'occasion, j'ai eu la chance de participer aux travaux de réhabilitation de l'Ancélé en 87 à l'occasion du 20e anniversaire du Impère. Et ça, ce sont des indications que je donne. Et j'ai eu la chance de travailler au stade de Martyr, où la société on a encore été les sous-traitants de Complante. Complante, c'est la société chinoise de Pékin qui était commis aux travaux de construction des stades de Martyr. Toujours avec on a encore, vous verrez quelques jets d'eau au Palais de la Nation. C'est l'œuvre de mes mains. Okay. C'est l'œuvre de mes mains à l'intérieur, même les travaux d'élite anti-érosive à l'époque qui menaçaient le Palais de la Nation. C'est l'œuvre de votre modeste invité. Alors, et vous verrez au Palais de la Nation, il y a des dalles que j'avais placées depuis 87-88 sous Kaloumé Mwanaka qui a été remplacé par Anzoulougne. Après le décès de Kaloumé, vous verrez, j'avais laissé les mentions HNK. Okay. Vous verrez, c'est marqué jusqu'au je sais. Ça marque mon passage des travaux que, en dehors de ça, j'ai réalisé beaucoup de travaux des écoles. Vous verrez que j'ai participé aux études des érosions, notamment Kivulu, à Mongafula, pour mettre fin à cette érosion. J'ai mis fin à la progression de l'érosion de la cité Pumbu. J'ai participé aux études de Maman Mobutu pour empêcher que l'érosion ne puisse pas détruire l'église
Saint-Jean apôtre, Saint-Jean apôtre, ça c'est à Maman Mobutu, Saint-Hérite c'est à la cité Pumbu, et dans ces cadres, j'ai été pris comme consultant technique de Madame Nour. Et comme consultant technique de Madame Nour, j'ai contribué aux travaux d'élite intrusive de Mataba, Mataba 1, Mataba 2, et ici au pays, et aussi aux travaux d'élite intrusive à l'intérieur du pays. Voilà un peu sur le plan, en tant qu'ingénieur, ce que j'ai fait. L'exemple, s'agissant d'école, j'ai contribué à compléter quelques bâtiments de Motema Mpiko. J'ai complété quelques bâtiments de Bobo Koli. J'ai fait quelques bâtiments de Saint-Ignace, le bâtiment de Saint-Jean-Apôtre, Saint-Hérite, n'en parlons pas, le bâtiment de Saint-Barthélemy à Massina, le bâtiment de Saint-Gérard en Djili, que sais-je encore, il y en a beaucoup que j'ai réalisé. Alors, toujours dans ma marche, j'avais mis en place, puisque lorsque j'habitais Cité Pumbu, j'habite Cité Pumbu, j'avais trouvé un niveau d'analphabétisme très élevé. Alors, comme je combattais les raisons, je disais non, vaut mieux combattre l'érosion mentale. L'érosion mentale, c'est synonyme d'analphabétisme. Et comme j'avais trouvé que dans la cité, il y avait beaucoup de gens qui n'étudiaient pas, ça créait des jaloux, ainsi de suite. Alors j'ai travaillé avec les missionnaires dominicains du Rosaire, Dieu aidant, l'ambassade d'Espagne, avec M. Larbi à l'époque, on m'a donné une bourse. Et c'est comme ça que depuis 1999, j'ai administré la bourse depuis 1999 jusqu'aux dernières années ici. C'est que chaque année, j'avais au moins 50 étudiants qui terminaient l'université avec l'appui de la bourse du Royaume d'Espagne. C'est votre humble serviteur qui était l'administrateur. Alors je m'étais de citer les noms, peut-être ça va gêner les autres, mais ils sont devenus des grands hommes, des députés, certains des ministres, ainsi de suite. Ils ont bénéficié de cette bourse d'études. Alors je suis, en plus de cela, je continue à encadrer le jeune. Je continue à encadrer le jeune. C'est comme ça que j'avais mis une équipe en place à JICA, qui est arrivé même en première division, et je continue jusqu'à aujourd'hui, puisque, comme on a parlé de l'amour, je suis né le jour de l'amour, de Saint-Amour, et c'est comme ça que je mets cet amour, avec petite expérience, avec tout le monde que j'ai cité si haut, mon frère Olivier Kabango, mes belles-sœurs qui m'ont encadré, puisqu'il y a aussi des caprices de la jeunesse et de l'enfance, okay. Mais lorsqu'on grandit, on a compris que ces dames ont fait un grand travail qui fait aujourd'hui que je suis devant vous. Okay. Merci beaucoup. Voilà un peu de moi mon profil. Merci. Alors, merci beaucoup ingénieur, et nous venons minutieusement de suivre votre parcours, et nous sommes vraiment, nous nous en félicitons de voir un Congolais avec un tel parcours brillant. Mais la question, parce qu'il s'agit d'impact, qui sont ces personnes qui vous ont impacté positivement, qui ont une influence? Parce que vous savez, il est ici question de leadership transformationnel. Leadership qui s'axe sur les valeurs humaines. Nous voulons créer une société qui s'inspire de bonnes actions, de bonnes œuvres. Je pense que lorsque vous êtes engagé dans votre parcours, il y a eu un modèle, il y a eu un paradigme, une personnalité ou un personnage qui vous a inspiré. Qui sont ces gens-là qui vous ont inspiré tout au long du parcours, qui vous ont impacté positivement? Merci beaucoup. Avant toute chose, c'est Dieu lui-même. Okay. Jésus-Christ, mon Seigneur, en qui j'ai cru depuis que je suis né. J'ai eu mon baptême les jours même, quelques heures après ma naissance. Okay. À qui je rends grâce. Je reconnais tout ce qu'il fait jusqu'à mon âge ici. Après mes parents, puis grâce à eux, je suis en vie, je suis au monde. Et la troisième personne clé dans ma vie, j'ai cité Olivier Kabango, qui est notre frère aîné, puisque c'est lui qui m'a tiré de là où j'étais pour me mettre à ses côtés depuis mon enfance. N'eût été lui, et surtout les métiers que j'ai abordés, les métiers d'ingénieur, c'est lui qui m'a proposé ce choix, puisqu'il voyait des qualités à moi, et il m'a soutenu en tout et pour tout. En plus de cela, j'ai cité les trois dames qui ont contribué à ma vie
notamment Lioni Kambia, Kabango, Augustine Boya et Joséphine Ngalola, sans oublier mon épouse Adolo et Chama. C'est ma compagne de tous les jours. Elle a fait beaucoup pour moi durant plus ou moins notre 40 ans de mariage. Je crois que elle m'a marqué. Mais tu as posé une autre question. Si j'avais voté quand? Oui, ça viendra. Bon, oui. J'aimerais bien vous poser une question. Parce qu'on est allé piocher, comme on savait que vous alliez venir, on est allé quand même piocher quelque part dans votre parcours. Oui. Il y a eu une histoire en 1980 à Niassa. Oui. Alors, parlez-nous un peu de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez connu comme souci à l'instar de vos collègues? Vraiment... Les téléspectateurs vont m'excuser. C'est triste. C'est triste puisque dans quelques secondes, je peux me rappeler de nos collègues qui ont perdu de vue. Voici bientôt 45 ans. Nous sommes au mois de février 1980, janvier au 40. Le fait président Mobutu faisait le mariage avec... Maman Bobi Ladawa en prévision de l'arrivée du pape Jean-Paul II, qui devait arriver au mois de mai. Mais au mois de mars, il y a eu quelques troubles sur les campus de Kinshasa, aujourd'hui Université de Kinshasa. Ça n'est suivi aussi à l'Institut pédagogique national, aujourd'hui l'université. Alors, comme il n'y avait pas tellement d'impact, on est venu nous solliciter à l'UNASA, puisqu'à l'époque c'était une seule université avec plusieurs campus, à l'UNASA IBTP, comme on était à côté, non loin de la résidence de l'ancien président fait Mobutu, qu'on pouvait faire du bruit et comme ça... la demande des étudiants pouvait être entendue et vous connaissez qui connaissent l'IBTP, on connaît l'IBTP de l'époque. Alors ce qui est arrivé est arrivé. Il y a eu des manifestations, il y a eu beaucoup de choses. Manifestations contre le mariage de... Non, ça j'ai situé les temps, puisque nous sommes venus en appui. En appui, je crois que le dirigeant de l'IBTP à l'époque, c'était Henri Mapanda, l'architecte, que je salue en passant, et nous étions arrêtés pour cela, et en plus de cela, la cause, puisqu'il y avait plusieurs causes, et aujourd'hui je vais révéler. Lorsqu'on était là, il y avait nous les étudiants qui venions du Kasaï, et il y avait les étudiants qui venaient du Diof. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Kasaï, tout précisément dans ma ville natale, quelques mois avant de l'année passée, 79, les 19 et les 23 juillet, il y a eu massacre de Katekelaï. Nous avons perdu les nôtres. Et nos amis du Diof se sont venus de massacre d'Idjof qui s'était passé en janvier 78 au stade d'Idjof où il y a eu beaucoup. Alors, vous voyez que nos frères d'Idjof sont nés révolutionnaires. Et nous aussi, on n'était pas contents de ce qui était arrivé précisément en Bujimaï. Ajouté à cela, et on n'était pas contents puisque les parents qui devaient nous envoyer l'argent et autres, il y a eu la démonétisation. Au mois de décembre 79. Mélanger tout ça, la vie était devenue compliquée. La vie même des étudiants, c'était devenu compliqué. Mais nous, personnellement, avec nos collègues d'Idjof, je salue personnellement Max Moké, je salue Massanene, je salue la Coupe de Claribonne. Ce sont les amis d'Idjof. Nous, des Mboujma, on était avec les Bakoupa et autres. Et ça coïncidait avec l'avènement des 13 parlementaires. En face de nous, de l'IBTP, on avait un des parlementaires au nom de Kapita Chabagne. Il était comme notre évangéliste. Vraiment, papa, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous protège. Alors nous, chez nous à la maison, j'étais à côté de mon frère que j'ai appelé ici. Il était beaucoup plus proche du fait Étienne Tshisekedi, papa Olivier Kabango. Il était beaucoup plus proche du fait Anakle Makanda. Il était beaucoup plus proche auprès du fait papa Kanana Isidore. Il était beaucoup plus proche de papa Jérémy Kanyinda, de papa Bamou Samba Paul. Vous comprenez, tous ces gens-là, ils étaient autour de fait papa Tshisekedi, de fait papa Ngalula Mpandangela. Et je me souviens qu'après ces massacres-là, il y avait des réunions qui se tenaient sur l'avenue Oiseau numéro 2, derrière la maison de Ngalula Mpandangela. Quelques réunions, ce n'est pas tout le monde. Et chez nous, à la Cité Verte, sur la 10e rue, c'est que moi, j'étais déjà révolté. Okay. J'étais déjà révolté. Ajouter à cela être un homme très important, c'est l'effet Monseigneur Ngongolo. Alors, ce travail s'est fait, et surtout, je souligne beaucoup l'effet Anakle Makanda Chambou. Chaque fois qu'on parlait de ça, comment les gens étaient massacrés à Katekela et ainsi de suite. On vous a invité, vous avez été invité au mariage du fait... Non, on n'était pas invité. Okay, on vous a... Non, on était à l'IBTP. Okay. Le mariage s'est fait... De l'autre côté. À Saint-Léopold. Okay. Là, j'ai situé les événements. Okay. Là, il n'y avait pas d'incident. Okay. Alors, à l'époque, qui était le ministre de l'Éducation nationale? C'était Mongoul Diak. Okay. Le fait Mongoul Diak, ça coïncidait aussi avec les problèmes des bourses. Mais nous, on avait nos problèmes à nous. Et on avait notre évangéliste, Papa Capita. Alors, nous, on ne savait pas qu'il préparait déjà la lettre de 52 pages. Okay. Mais il montrait déjà la mauvaise gestion, mais ils nous disaient, non, voilà ce qui se passe, voilà ainsi de suite. Nous, on avait Bangiste, voilà ce qui s'est passé en Bujimaï, voilà ce qui s'est passé à Idiof. Bref, alors c'est les tristes moments, mais comme vous le savez, mais ça a donné, là, l'IDPS n'était pas encore né. Là, j'ai cité Papa Pandangila, j'ai cité Papa Fait Étienne Tshisekedi. 13 parlementaires. Les 13, ce que je cite là, sans oublier Ngoyi Mukendi, sans oublier Kassala, sans oublier Mbombolona, ce sont les gens que j'ai vus dans mon jeune âge. Je parle de 1980, comment ils faisaient des réunions aux endroits secrets et appuyés par un grand professeur d'Harvard qui était beaucoup plus proche de Jimmy Carter. J'ai cité le professeur Ilunga, l'oncle paternel d'Mpumbu Ilunga. Voilà un peu, je n'aime pas revenir sur cette épopée-là, mais au moins, on est content que nos papas là ont fait ce qu'ils ont fait pour donner la démocratie. Ce sont les géniteurs de la démocratie. Ils ont donné les meilleurs, ils ont tout perdu, ils ont perdu les leurs, ils ont connu des moments, leurs enfants, leurs femmes, leurs familles ont tout perdu. Je n'aime pas revenir sur cette épopée-là. Vraiment, que Dieu puisse quand même protéger les âmes de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Voilà, merci. Parce que l'on a un peu parlé de politique. Oui, oui. On sent que vous avez quand même eu aussi un parcours. Vous avez été imprégné de politique. Mais la question que j'allais poser, la première fois que vous avez voté, c'était quand? La première fois que vous avez voté, c'était en quelle année? Et qui est-ce que vous avez voté? Pourquoi? Moi, j'ai voté en 1977. Okay. En 77, j'ai voté puisque j'étais l'ami à Miller Bangola et à Kizi Toukalala. Les jeunes, leur grand frère, c'était docteur Kalala. Docteur Kalala qui était le médecin directeur des hôpitaux de la MIBA. Alors, lorsqu'on est arrivé en Suède, c'était notre première fois. Nous, on était des amis. Alors, notre frère dont j'ai cité ici, le papa Kabango et autres, à ce moment-là, en Bujimaï, on avait le papa de Serge, Moussango Marcel, qui était le chef de base. Ils étaient venus. Alors, ils nous ont conscientisés pour voter pour papa Étienne Tshisekedi comme député de Kabinda. C'est en 77, je parle de 77, la législature de 77. Okay. Pour voter papa Tshisekedi Wamulumba à l'époque, et voter pour comme député, et comme, comment on l'appelait, comme commissaire du peuple, et voter Kalala Kizito comme commissaire politique. C'est la première fois
que j'ai voté au travers mon frère, puisqu'il faisait la sensibilisation. C'est eux qui nous ont dit que vous votez pour Papa Etienne comme commissaire du peuple et vous votez pour Kalala Kizito comme commissaire politique. Pour moi, c'était bien parti, puisque ces petits frères étaient mes collègues. Depuis l'école primaire, j'ai parlé de Bangola Miller, d'Erez Mémoire et de son petit frère Kizito Kalala, avec qui on était à l'EDAP. Okay, merci beaucoup, ingénieur. Comme il est question d'impact, de profil et d'impact, là vous venez de brièvement mettre en lumière votre profil. Mais aujourd'hui, nous avons une thématique que nous allons développer. Kinshasa est une métropole, une capitale avec des millions d'habitants et avec son dynamisme fait face à un défi, un défi majeur, je dirais, qui est celui de la circulation routière. Quand on se réveille le matin pour aller au travail, aller à l'église, aller à l'hôpital, à l'école, nous rencontrons les embouteillages. Mais le plus grand problème est que Kinshasa a un problème de route. Raison pour laquelle notre thématique, Kinshasa et ses routes, entre urgence politique et vision d'avenir. Kinshasa a un problème de route, de circulation. Tantôt, il n'y a pas de route. Tantôt, les routes sont en mauvais état. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que le politique congolais a lancé une action tous azimuts. Ça et là, nous voyons des chantiers de réparation, de construction de routes. D'où vient notre questionnement? Est-ce juste une question d'urgence politique ou une question de vision d'avenir? Quel est le format idéal pour une gouvernance qui donne naissance ou accès à un plan global, ou je dirais à un réseau routier durable? Merci beaucoup. Vous avez parlé de l'urgence politique et de la vision d'avenir. Je vous réaffirme que c'est la combinaison des deux. La combinaison des deux, pourquoi? Pourquoi politique? Puisque le chef de l'État, notre président de la République, a été voté sur base d'un programme. Et lors de campagne électorale, il a donné sa vision de ce qu'il veut que ce Congo soit. Et c'est sur ce programme qu'il a été voté. Nommément, tous les membres de l'Union sacrée ont été votés sur base de ce programme. Et ce programme a été décliné dans la stratégie nationale de développement. Et cette stratégie, c'est le gouvernement de la République l'a traduit dans le plan d'action gouvernementale. Allez, vous comprendrez que c'est une action d'optimisation et de rationalisation. Là, il n'y a pas d'urgence. Et au niveau du gouverneur qui est le représentant du chef de l'État en province, il ne fait que mettre en action les programmes du chef de l'État en collaboration avec Madame la Première ministre. Ceci, c'est dans le respect, dans le pilier qui ont été retenus dans le cadre de ce programme. Comme vision d'avenir, tout ce que le gouvernement fait dans ce cadre-là, c'est pour l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises. Mais on a l'impression un peu que ça se passe à la va-vite. On y va de manière... c'est-à-dire, les projets sont éclatés ça et là. Est-ce que cette façon de faire peut nous garantir de routes qui vont tenir 20 ans, 15 ans, 30 ans, parce qu'il y en a? Non, il n'y a pas de va-vite, puisque c'est vu la réalité sur le terrain. Okay. Il a fallu voir ce qui nous a été laissé comme route. Puisque ce qui nous a été laissé par les prédécesseurs de l'actuel chef de l'État, si les routes étaient bien réalisées. Alors, je donne un exemple. Tout le temps, je suis à Rome, sur l'avenue Firenze, au centre, non loin des Termini et des Colisée. Okay. Mais lorsque je vais me promener pendant mes heures libres, je vais me promener sur la Via Appia. La Via Appia
a été construite avant la naissance de Jésus-Christ. Ok. Même l'empereur César, lorsqu'il revenait de ses conquêtes, avec ses chars de combat, il passait sur cette avenue. Même Salluste, lorsqu'il vous lise dans son document, dans son texte, il dit Bellum scripturum sum, quod populus romanus quesit iucurta rex midarum. Ok. Ça, c'est en latin. C'est en latin. Ok. Il passait. Tout le monde a utilisé cette voie. Il y a aussi une deuxième voie à Rome, Laurentino. Ce sont des voies qui existent. Pourquoi ces voies qui datent, qui sont séculaires? Bien sûr, il y a des petits retouches et autres, mais c'est là. Alors, c'est comme ça que ce qui s'est fait maintenant. Je crois que la décision du gouvernement de faire le gouvernement en béton, ces chaussées rigides, je pense qu'il faut saluer ce courage, puisque j'ai parlé, j'étais encore jeune, mais je n'étais pas au Xeltra béton, j'ai cité là où j'ai fait mes stages et autres, mais c'est le commissaire d'État Mokolo Apombo, que je salue en passant, avec beaucoup de respect. C'est lui qui avait pris la décision qu'on puisse bétonner entre l'avenue Lubumbashi et le rond-point Victoire. Mais vous verrez aujourd'hui, 43 ans après, cette route tient. Et si nos amis, le gouvernement provincial, avec son excellence, monsieur le gouverneur, et son excellence, monsieur le ministre de Travaux publics au niveau provincial, monsieur Alain Chilungo, ont pris cette décision, je crois que ce sont des actes à encourager. Ok. Merci beaucoup. Voilà, parce que l'on parle de bétonnage. Déjà, on se pose la question. Qui décide de la construction de routes? Est-ce qu'il y a une coordination au niveau des institutions? Il y a un plan global ou c'est juste une question de choix politique? Ok, une très bonne question. J'ai dit que le gouvernement est organisé. D'une part, il y a les structures qui sont les bras séculiers du ministère en charge des infrastructures, notamment l'office des routes, l'office des voiries et drainage, l'agence congolaise des grands travaux, le BTC, tout comme les BAU. Et d'une part, vous avez les entreprises qui relèvent du ministère du Développement Rural, notamment l'OVDA, qui s'occupe des routes des dessertes agricoles et des voies des dessertes agricoles. Comme je vous ai dit dans le cadre du programme du gouvernement, il y a déjà le pilier infrastructure. Et ce sont ces institutions qui ont en charge la gestion et la programmation de toutes ces activités. Il n'y a pas l'urgence à ce niveau-là. C'est eux qui décident, les structures que je viens... Tout est organisé. Tout est organisé, planifié, il n'y a pas de hasard. Okay. C'est qui d'ailleurs réduit la probabilité que ce soit une question juste d'urgence, une question donc voilà, sans orientation et étude. Alors, la deuxième question, ingénieur, est-ce que ces routes sont construites suivant de normes, les routes de Kinshasa, lorsque vous observez différents chantiers? Est-ce que ces routes sont construites en suivant les normes et quelles sont les erreurs que vous, en tant que technicien, vous avez détectées dans cette façon, bien sûr que c'est embêtant, dans cette façon de faire? Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, il y a les normes édictées par nos législations en matière de travaux publics, en matière de routes de desserte, que les entreprises attributaires de ces marchés doivent respecter, et cela est traduit dans les différents cahiers spéciaux des charges comme spécifications techniques. Alors, je pense qu'on ne peut pas dire que toutes les routes, on n'a pas respecté les normes, ou bien on n'a pas respecté les spécifications techniques. Comme moi, je ne suis pas laboratoire, je ne suis ni contrôleur, ni vérificateur, je me réserve. Mais au moins, tout ce que je peux relever est que
ce que je recommande au gouvernement, à l'office des routes, au ministère ayant en charge les infrastructures et les voies de dessert agricoles, c'est d'avoir un partenariat avec les laboratoires des travaux publics. Okay. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous voyez dans le devis actuel, il y a une ligne réservée de 0,07% qu'on doit payer à l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics. Okay. Et pour les laboratoires, il faut que ça devienne une obligation. S'il s'agit des travaux de route, il faut qu'on sache que pour les essais et les analyses des laboratoires, ça coûte combien? Si ça coûte 1 franc, dès que le marché passe, on verse cet argent directement au laboratoire. Puisque beaucoup d'entreprises fuient les laboratoires. Okay. On peut avoir fait un bon dossier. On peut édicter des bonnes normes, des bonnes spécifications techniques, mais à la réalisation, si le laboratoire ne suit pas la qualité, je vous assure que c'est ce que nous sommes en train de connaître. Et là, vraiment, je recommande au gouvernement, aux structures, que les laboratoires de l'Office des routes, c'est une structure du gouvernement mise à la charge des entreprises et des ingénieurs et architectes pour veiller à la qualité. Si le ministre ayant en charge peut proposer au gouvernement que ça soit une ligne que lui-même le ministère doit suivre et les inspecteurs des laboratoires des travaux publics suivent, comme ça on verse l'argent, comme ça ils ont la mission de suivre, surtout pour les ouvrages publics. Je crois que ça réduira au moins le risque de mauvaise qualité. Okay. Comment se passe le financement de la construction des routes? Qui finance? Quelle est la source de financement pour la construction et la réparation et l'aménagement de routes? Oui, il y a 3 financements okay. que je connais. Le premier financement, c'est les trésors publics dans le cadre du budget d'investissement. Okay. Le deuxième financement, c'est sur les ressources extérieures. Sur les ressources extérieures, il y a la Banque mondiale, il y a l'Union européenne, il y a la Banque africaine de développement, il y a le FIDA, il y a la BADEA, et ça c'est au niveau les partenaires multinationaux, mais au niveau bilatéral, nous avons par exemple la GIZ, nous avons l'AFD, nous avons la KfW, ça c'est au niveau bilatéral, mais au niveau multilatéral, j'ai cité les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire et finance. Et le troisième financement, source de financement, c'est le partenariat public-privé. Là, j'ai un mot à dire, dès que vous en aurez besoin, je vais faire une remarque, une recommandation au gouvernement sur ces mots, troisième mode de financement. Vraiment, pour les PPP, je crois qu'on va réaliser une émission. Mais je peux enchaîner un petit mot. Si vous avez quelques mots, oui, par rapport à cela, allez-y. Les PPP, c'est quoi? Comment ça se passe? Est-ce que les PPP sont exécutés ici au Congo suivant le Nord? Merci beaucoup. Nous avons 2 types de commandes publiques. Le premier type de commande publique, c'est le marché public, qui est régi par le Code des marchés publics. Et de deuxième commande publique, c'est le PPP, qui est régi par la loi de 2018. Alors, tout ce que je peux dire, comme on n'a pas assez de temps, je recommande au gouvernement de veiller, puisque jusque-là, moi, en tant qu'expert, je suis formé en tant qu'expert en PPP, je n'ai jamais vu le PPP. On fait des joint ventures, c'est bien beau, ce n'est pas le PPP, où on fait certaines concessions, soi-disant concessions, ce n'est pas le PPP, mais les gens confondent la délégation des services qui aboutissent au contrat des régies intéressées, qui aboutissent parfois à la concession, qui aboutissent au contrat d'affermage et des régies intéressées. Mais s'agissant de PPP comme tel, je recommande au gouvernement d'y veiller, puisque le PPP exige beaucoup de choses. Il faut des études préalables,
les études d'avant-projet, de préfaisabilité et de faisabilité. Et la période importante pour le remboursement, c'est à partir de 25 ans. Okay. On ne peut pas donner marché à une entreprise qui travaille aujourd'hui. Demain, il introduit des factures à l'OVD ou à l'Office de l'audit. Non, ça, ce n'est pas du PPP. Ça, ce sont des marchés globaux. Vous comprenez? Okay. Et ça, c'est la tricherie. Les gens évitent les décrets à créer. Ils évitent décrets à créer en utilisant les marchés globaux, soit les IPC ou bien les IPCC. IPC, c'est Engineering, Procurement, Construction, c'est le mode britannique. IPCC, c'est la même chose, mais ils contournent. Je crois qu'il y a une structure que le gouvernement a mis en place pour les PPP. Il y a quelqu'un que je connais qui était là, mais je crois qu'il faut que le gouvernement revienne sur ça. Sinon, puisque ça devient une tricherie pour contourner le marché décret à créer. Si on revisite tous ces contrats, vous remarquerez qu'il n'y a pas du PPP dans tout ce qu'on fait, ce sont des marchés globaux. Ok, parce que l'on parle de PPP, oui. Ingénieur, oui. Quelles sont les réformes institutionnelles oui. concernant les routes que vous pensez qu'il faut initier pour créer un cadre légal, un cadre de fonctionnement qui permettent que Kinshasa ait de belles routes et un réseau routier durable? Je pense qu'il y a des gens très intelligents, très expérimentés. J'ai cité Yila, le directeur de cabinet du ministère des Travaux publics. J'ai cité Edmond, j'ai cité Pius, j'ai cité Henri Mamboué. J'ai cité l'Indolène Robert, j'ai cité le DG Ntumba, et l'homme le plus intelligent aussi que j'allais oublier, c'est Nico Nzao, le DG de la CGT. Okay. Alors ce sont des ingénieurs expérimentés, je les connais personnellement, ce sont des gens très intelligents. Je crois que... Ça, ce sont des animateurs. Oui, oui. Il s'agit maintenant des institutions. C'est ça que je vais y arriver. Okay. Je vais y arriver. Il y a quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans les travaux publics, c'est le prof Muzumba. Muzumba, il a une forte expérience comme fonctionnaire dirigeant du Palais du Peuple, des stades des martyrs, et il a réalisé beaucoup. Ces gens-là, il faut qu'on crée une banque de données. Il faut qu'on crée une banque de données de tous les ingénieurs très compétents qui ont marqué leur temps. Et avec cela, il faut qu'on a... Y compris vous, bien sûr. Non, moi, c'est eux qui vont me juger. Moi, je ne peux pas me juger. Hein? Modestement, je ne peux pas me juger. Il faut convoquer les États généraux. Lorsqu'on va convoquer les États généraux pour les réformes, on va définir des lignes de réformes et surtout sur les compétences entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Puisque là, il y a quelques petits soucis. C'est comme ça que ceux qui vont discuter. Oui, oui, oui. Puisqu'aujourd'hui, vous avez les ministres provinciaux, par exemple des infrastructures. Quel est le rôle des chefs de division des infrastructures? Il faut qu'on harmonise ça. C'est déjà un problème. Parce au niveau de la réforme institutionnelle. Il faut qu'on corrige ça. Dans le cadre. Oui, oui. Je donne puisque nous sommes en matière de route. Quel est le rôle maintenant des chefs de division des travaux publics? Quel est le rôle du ministre provincial des travaux publics sur les mêmes réseaux? Vous comprenez? Alors, ce sont des choses qu'aux États généraux, on va régler. Par exemple, les attributions de la voirie primaire et secondaire est réservée à l'office de voirie et de drainage, et la voirie tertiaire est réservée à la mairie. Pour Kinshasa, il y a un petit problème puisque Kinshasa est à la fois mairie et province. Là, on peut dédouaner. Mais pour le reste, ce sont des choses qu'on peut revoir au niveau de nos textes, soit au niveau des constitutions, au niveau des lois, voir comment, pour éviter les choses. Ça crée les petits contentieux, au lieu que les gens aillent de l'avant. Je vois que ce sont des petites choses qu'on peut harmoniser au niveau de tous les textes. Et c'est là, pour les réformes législatives, ça commence par le Parlement. Okay. Dès qu'au niveau du pouvoir législatif, ils vont envoyer au niveau du chef de l'État, je crois qu'il faut commencer par les États généraux et on va faire l'évaluation, dégager les pistes, ainsi de suite. Et pour terminer, je crois que nous sommes arrivés à la fin, pour terminer, toutes les études, là je recommande aussi au gouvernement
toutes les études, soit de travaux que la Banque mondiale va financer, que la BAD, que l'Union européenne, on ne peut pas amener un cabinet d'études étranger qui fait les études et que ces études ne soient pas certifiées par les institutions de l'État. Puisque les institutions de l'État que j'ai citées, la voirie, l'Office des routes, le BTC, ont l'obligation, et la CGT, de certifier, quelle que soit l'intelligence, quelle que soit l'expertise de ces entreprises, il faut que ces études soient certifiées pour une meilleure appropriation, afin d'en assurer une bonne pérennisation. Lorsque j'ai parlé de mon parcours, j'ai oublié une chose, que j'ai travaillé longtemps au BSECO. Allez-y, oui. Comme consultant, Okay. pendant plus ou moins depuis la création, puisque j'étais venu avec celui qui a mis BSECO en place, mais c'est Pierre Blanchet, où j'étais assistant. Okay. J'ai été recruté en dehors du pays pour les cabinets Experco, les cabinets qui a mis le BSECO en place. Je crois que Matondo, tout le monde, les Marini, ils peuvent se souvenir de moi. Okay. Et enfin, j'ai été au ministère des Finances pendant longtemps, où j'ai travaillé 12 ans, comme tout d'abord chef de section opératoire et coordonnateur adjoint. Et tout ça, ça me permet de vous dégager ce que je vous dis ici pour l'amélioration au niveau du gouvernement, aller aussi longtemps que nous sommes encore en vie. Merci beaucoup, ingénieur. Nous sommes en train de chuter. Mais une dernière question, ingénieur. Aujourd'hui, le Congo, les Quinois, parce que c'est celui-là qui s'inquiète. Le Quinois, quand il sort de sa maison, il rencontre les embouteillages. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Ils doivent accepter, c'est le prix à payer pour avoir un réseau routier fluide et un réseau qui voilà, qui permet la circulation, la mobilité. Il doit accepter, il doit prendre son mal en patience. Comme tout changement, il doit toujours avoir, voilà, le prix à payer. Que dites-vous par rapport à ça? Non, merci beaucoup. Tout d'abord, mes frères et sœurs de Kinshasa, tout comme d'autres villes, je crois que prenons notre patience. La problématique d'embouteillage, comme nous le vivons maintenant, a plusieurs causes. Je crois qu'il y a une commission de l'Assemblée nationale qui avait traité cette question. On peut se référer aux résolutions de cette commission pour vraiment, lorsqu'on les applique, je crois qu'il y aura une solution dans ce sens-là. Je n'ai rien ajouté sur les conclusions de la commission parlementaire. Mais tout ce que je peux signaler, que partout dans le monde, moi j'ai déjà fait, je suis déjà resté dans l'embouteillage. Je venais de la Belgique dans une voiture pour aller à Paris. Je suis resté dans les embouteillages de 16h à 5h du matin. De 16h. Il n'y a pas qu'ici, je crois que ça se passe un peu partout. Et vraiment qu'ils puissent un peu nous excuser, excuser le gouvernement provincial, national, ça va passer. Et nous sommes soumis à une discipline. Je crois que si on s'en remet aux certaines recommandations, orientations du pouvoir en place, je crois qu'avec les caprices des chauffeurs, les causes sont profondes. Je crois que les conclusions de la commission parlementaire en font foi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous sentez qu'il y a de la matière, on n'a pas tout épuisé. L'ingénieur va revenir pour développer d'autres sujets parce qu'on sent qu'il y a encore de la matière. Merci beaucoup, ingénieur, d'être venu, ingénieur Clément Bikaï, pour vous, l'expert. Il a été ici pour nous décortiquer ce sujet, Kinshasa et ses routes, urgence politique, ou entre urgence politique et vision d'avenir, quelle gouvernance pour un réseau routier durable. L'ingénieur a brossé, nous avons discuté sur cela, et voilà, merci beaucoup à mon réalisateur Francis Kanza, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis, merci beaucoup à madame, à ma femme Mati Katoka, je te salue, merci beaucoup. La suite au prochain numéro. Vous avez des suggestions, des avis, écrivez-nous. Vous avez aimé ce que l'ingénieur a dit, vous voulez entrer en contact avec, écrivez-nous et vous serez en contact avec. Merci beaucoup. La suite au prochain numéro. Congo nde mboka ngo mokengeli koi
mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki